Oui, Monsieur le Président, merci pour cet exposé très documenté, très intéressant. Ma première question, vous y avez quasiment répondu, mais plus globalement, vous nous avez expliqué que maintenant, les conflits étaient de plus en plus diffus, de plus en plus longs, et en tant que défenseur de la diplomatie humanitaire, vous préconisez des solutions maintenant qui sont beaucoup plus larges. Euh, Pensez-vous être arrivé au bout du rôle qui est le vôtre ou imaginez-vous d'autres collaborations? Que pensez-vous notamment de toutes ces ONG qui œuvrent sur le terrain et avec lesquelles vous pourriez effectivement coopérer? Ma deuxième question, elle m'intéresse davantage, parce que j'ai été chargé avec mon collègue Jean-Paul Lecoq d'une mission sur le nucléaire. Vous avez réussi à faire voter à l'ONU l'interdiction du nucléaire. 141 États ont signé l'accord, sauf les pays détenant bien sûr l'arme nucléaire, dont la France et la Suisse, et ceux bénéficiant du parapluie nucléaire. Comment expliquer ce refus? Comment interpréter ce refus? Est-ce qu'on est arrivé au bout de notre rôle? Je pense pas, on n'est jamais arrivé au bout du latin, c'est-à-dire la bonne chose au CICR, c'est que quand on a eu, quand on arrive à des difficultés, on essaye, on redouble les efforts, on essaye de faire autrement. Je pense aujourd'hui, les grandes questions, vous les avez mentionnées, je pense on cherche de nouveaux partenariats avec des ONG locales, même si, je vous dis franchement, et je relis ça à la question d'auparavant, je pense les économies de guerre et les contextes de guerre ne, ne développent pas nécessairement une confiance entre les acteurs. Donc, il faut quand même rester prudent à localiser l'aide humanitaire, tout simplement. Et je pense il est important qu'on réfléchisse toujours sur les contextuels. Je pense que la force de cette organisation est restée qu'on a on a toujours pris des approches très contextuelles, essayer de lire les contextes, de voir ce que sont les besoins, de mettre les victimes au centre de nos réflexions et de voir comment on peut soutenir ce processus. Et de ce côté-là, l'approche de proximité, d'engagement avec tout le monde n'est pas arrivée à sa fin. Je pense plutôt qu'on est sursollicité aujourd'hui. Euh, par le fait que d'autres acteurs n'arrivent plus à négocier l'accès aux endroits très difficiles. Je me fais beaucoup de soucis que quand je regarde la carte du monde, que dans les régions rurales d'Afghanistan, dans le sud Somalie, dans beaucoup d'endroits du Yémen, dans les endroits peu contrôlés de Syrie, dans le lac Tchad, vous trouvez toujours CICR, MSF comme les derniers internationaux à être présents, avec une énorme pression sur nous de répondre à tous les besoins. Donc c'est ça un peu notre dilemme, c'est là où on cherche bien sûr des alliances, des nouvelles manières de faire, de nouvelles idées, et c'est une des pressions les plus importantes sur nous pour réfléchir et pour voir ce qu'on peut encore faire mieux pour assister et protéger les populations. Sur le nucléaire, euh, c'est peut-être pour vous rappeler que le CICR a un mandat par le biais des conventions de Genève de s'engager avec les États sur l'impact humanitaire des armes. Donc c'est un mandat qu'on a entrepris dans 150 ans de notre histoire. On s'est engagé sur la défense des armes laser, sur le biologique, sur le chimique. Le nucléaire est particulier parce que, comme vous le savez peut-être, le CICR était présent à Hiroshima et ça a beaucoup influencé notre premier positionnement. Encore quelques jours après
la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki, où l'organisation a pris la position qu'elle a gardée jusqu'aujourd'hui, que sous l'aspect humanitaire, il est difficile de réconcilier l'arme nucléaire avec le droit international humanitaire qui veut être un droit qui respecte la proportionnalité et la distinction entre militaire et civil. Parce qu'on pense que l'arme nucléaire en tant que telle utilisée va toujours nous amener à des dilemmes extrêmement avancés sur la distinction entre civil et militaire, parce qu'elle est indiscriminée dans la large mesure dans son utilisation. C'est la raison qui nous a beaucoup poussé à nous engager dans la coalition d'autres organisations pour avoir ce traité international. On a en même temps toujours dit qu'il faut une négociation entre pays qui possèdent les armes nucléaires et autres. Et je pense l'accord dont vous avez fait allusion est aussi conçu comme un instrument de pression politique pour négocier en bonne et due foi le désarmement et les obligations du traité de non-prolifération, sur lequel quand même beaucoup de populations dans le monde pensent que ceux qui ont l'arme nucléaire n'ont pas répondu d'une manière consciencieuse à cette obligation de désarmement et d'engagement pour le désarmement nucléaire. Au sein du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge, on a un fort courant extrêmement majoritaire qui soutient cette position. Alors, comment interpréter le non et l'abstention de pays comme la Suisse, même si la Suisse n'a pas d'armes nucléaires, contrairement à la France, mais voilà, je peux respecter qu'on peut avoir une autre perspective que la perspective humanitaire sous laquelle on juge une arme. On peut avoir une perspective sécuritaire et militaire sur cette arme, et c'est visiblement cette perspective sécuritaire et militaire qui prime dans la pondération des intérêts et des perspectives. Et donc ça explique le différend que nous avons, parce que vous n'allez pas demander à l'acteur humanitaire de prendre une perspective militaire et sécuritaire. Je suis payé pour avoir la perspective humanitaire et de défendre cette perspective de compatibilité ou non-compatibilité avec le droit international humanitaire sur lequel on s'est engagé. Et puis, d'une manière réaliste, j'accepte le fait que d'autres priment différemment ces facteurs.